Merci beaucoup, Habib, pour l'invitation. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, à l'IDQ, on suit de près le marché du travail, notamment à chaque mois, on regarde vraiment de près les chiffres de l'enquête sur la population active qui sortent chaque premier vendredi du mois. On publie sur le sujet, mais on fait aussi plusieurs analyses plus de fond sur les enjeux du marché du travail. Et donc, c'est un petit peu sur ces travaux-là que se base ma présentation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on voulait parler des grands changements du marché du travail et de leur implication sur le vivre ensemble en entreprise. Donc, pour ça, je voulais un petit peu vous parler, vous donner quelques chiffres sur les pressions auxquelles sont soumises présentement le marché du travail. On connaît la situation et quelques chiffres pour l'illustrer. Ensuite, parler un petit peu des grandes transitions en cours, sans avoir une boule de cristal, des éléments structurels qu'on aime suivre qui nous permettent de voir un petit peu vers où on s'en va. Ensuite, mieux intégrer les immigrants. Mes collègues vont parler beaucoup plus longuement tout au long de la journée, mais pourquoi et comment c'est une opportunité à saisir. Et ensuite, quelques pistes de réflexion pour relever les défis de demain. Et on aura l'occasion d'échanger aussi par la suite avec Habib et vos questions. Donc, on parle énormément de pénurie de main-d'œuvre actuellement. Je préfère le terme enjeu de rareté. C'est un sujet qui fait les manchettes. Les entrepreneurs le vivent au quotidien, ont des enjeux pour recruter. Mais au-delà un peu des manchettes, je voulais vous présenter quelques chiffres qui, pour moi, sont les plus parlants et les plus intéressants à suivre au cours des prochains mois, des prochaines années. D'abord, le taux de postes vacants. C'est vraiment une bonne mesure de la demande de main-d'œuvre qui est non comblée. Ce qu'on voit, c'est que présentement, aux dernières données qu'on a, on a à peu près 5,3 % de l'ensemble des postes de travail au Québec qui sont non comblés, donc pour lesquels on ne trouve pas de candidats adéquats. Deux choses à remarquer, c'est un taux qui est en constante augmentation depuis qu'on collecte cette information, donc depuis 2015. Ça correspond aussi au moment où le marché du travail se resserrait, on avait une bonne vigueur économique, on avait aussi le vieillissement de la population qui commençait à se faire sentir, mais donc on a vraiment une tendance à long terme. C'est vrai qu'il y a une accélération pendant la pandémie, on le voit là, les derniers trimestres, ça augmente vraiment plus rapidement, mais la tendance à long terme était quand même à la hausse. Un autre chiffre que je trouve qui est très parlant, c'est le nombre de chômeurs par poste vacant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une bonne mesure, disons, de la difficulté que peuvent avoir les entrepreneurs à recruter. On a présentement, aux dernières données qu'on a au deuxième trimestre, donc au début de l'été, on avait 1,5 chômeurs par poste vacant. Ça veut dire que pour chaque poste pour lequel on voulait recruter quelqu'un, il y avait potentiellement un chômeur et demi à qui on pouvait essayer de recruter. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 5 ans, on était à 7 chômeurs par poste vacant. Donc, vraiment, l'offre de main-d'œuvre potentielle se rétrécit. Ce qui est plus inquiétant, c'est que quand on regarde ça par industrie, comme ce que je vous montre ici à la diapositive, c'est qu'il y a certaines industries où on est vraiment à moins d'un chômeur par poste vacant. Donc, on regarde les personnes qui, avant de perdre leur travail, dans quelles industries elles travaillaient, et on les compare avec les postes que les employeurs essayent de combler présentement. Puis on voit que dans certains secteurs, notamment les soins de santé et l'assistance sociale, on a vraiment très, très, très peu de chômeurs potentiels qu'on peut aller recruter. Donc, on semble vraiment manquer de bras dans certaines industries. Puis, ça a des enjeux économiques sur le potentiel de productivité du Québec, mais aussi, et c'est peut-être un peu plus inquiétant à mon sens, c'est lorsqu'on arrive à fournir des soins aux citoyens, des services aux citoyens, comme pour les soins de santé et l'assistance sociale, c'est vraiment un enjeu qui est important. Et d'ailleurs, on en a énormément parlé au cours des dernières semaines dans les médias. Alors, d'un côté, on a vraiment des indicateurs qui nous montrent qu'on a un marché du travail serré, des enjeux de rareté de main-d'œuvre. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a encore un nombre important de chômeurs au Québec. La pandémie est encore en cours. Il y a encore des entreprises qui sont au ralenti, fermées. Les frontières sont pas encore tout à fait ouvertes comme elles l'étaient avant. Donc, on a à peu près 60 000 chômeurs de plus que ce qu'on avait avant la pandémie. C'est quand même un nombre important.
Puis ce qui est le plus inquiétant à notre sens, c'est vraiment le fait que près du quart d'entre eux le sont depuis longtemps. Ça fait plus de 6 mois qu'ils ont perdu leur emploi. Et ça, c'est vraiment un indicateur qu'on veut suivre de près. Au-delà du chômage, c'est vraiment le fait qu'il y a des personnes qui restent longtemps sans emploi. Et ça, c'est vraiment des risques par rapport à la réintégration au marché du travail parce que plus longtemps on reste au chômage, plus ça va être difficile de retourner au marché du travail, mais aussi de retourner à un emploi avec des conditions qui vont être intéressantes. Parce que les employeurs vont avoir tendance à discréditer ce genre de candidat parce qu'il y a une déperdition des connaissances, parce qu'il y a une perte de confiance en soi. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est important et qu'il va falloir suivre de près. Donc, d'un côté, on a des enjeux de rareté de main-d'œuvre, de l'autre, qu'on a quand même encore un nombre de chômeurs qui est important au Québec. Comme il semble y avoir une inadéquation, il semble y avoir un déséquilibre sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'on a cette situation? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont un peu plus ponctuelles, conjoncturelles, qui ont rapport avec la pandémie qui n'est pas encore tout à fait finie. Il y a encore des incertitudes, la vaccination n'est pas terminée. Et donc, il y a encore ces enjeux-là. Donc, de manière ponctuelle, il ne faut pas oublier, on a accueilli beaucoup moins de personnes, on a fait rentrer beaucoup moins de personnes au Québec que ce qu'on avait l'habitude de faire. On le voit entre 2015 et 2019. Sur le graphique ici, ce que vous voyez, c'est le solde migratoire externe pour le Québec. Donc, on prend la somme de toutes les personnes qui sont rentrées sur le territoire, que ce soit la résidence permanente, les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers ou les personnes qui viennent d'autres provinces. Et on en soustrait les Québécois qui ont quitté la province, donc vers d'autres provinces ou vers l'international. Ce qu'on voit, c'est que notre solde migratoire en 2020, il est extrêmement faible par rapport à ce qu'on voyait dans les années précédentes. Les frontières étaient fermées, il y avait des délais administratifs, il y avait beaucoup d'enjeux qui ont fait qu'on a accueilli beaucoup moins de personnes. Ça a certainement un impact sur les tensions qu'on voit actuellement de manière vraiment ponctuelle pour l'année 2020. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, comme je disais, on est encore en transition, la pandémie n'est pas finie et il y a vraiment la reprise de l'économie, même si elle est super vigoureuse, est inégale entre les industries. Donc là, ce qu'on regarde, c'est le pourcentage de récupération de l'emploi en août 2021, les dernières données que j'avais quand j'ai préparé la présentation, par rapport à février 2020, donc vraiment à la veille de la pandémie. L'ensemble du Québec est à peu près à 98,5% du niveau d'emploi auquel il était avant la pandémie. Mais pour certaines industries, on pense surtout au service d'hébergement et de restauration, qui est un gros employeur, on est encore à peu près aux 3/4 du niveau d'emploi qu'on avait avant la pandémie. Donc, encore une fois, un élément qui explique ce déséquilibre qu'on voit sur le marché du travail de manière ponctuelle. Quand on est économiste comme moi, on regarde les données. C'est vraiment intéressant de suivre les indicateurs comme ça de près. Mais comme on l'a vu, il y a énormément de bruit actuellement. Il y a plusieurs données qui sont un petit peu contradictoires. On essaye de comprendre d'où viennent les enjeux de rareté de main-d'œuvre. Mais au-delà de cette phase de transition qu'on voit présentement, on essaye de dégager un petit peu c'est quoi les tendances de fond, qu'est-ce qui est là pour rester, quels sont les éléments qui risquent de changer le marché du travail à plus long terme, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et là, il faut prendre ça vraiment avec beaucoup d'humilité. On n'a pas de boule de cristal, et puis ce n'est pas ça à quoi on aspire, mais à l'IDQ, on parle souvent des 3 transitions en cours. C'est juste une façon un petit peu simplifiée de mettre des mots un petit peu sur les grands changements qu'on voit sur le marché du travail. La première transition est la plus, disons, la mieux documentée, la plus systémique, la plus inéluctable, c'est la transition démographique. On en parle depuis 25 ans, on le sait, c'est très facile à prévoir. L'Institut de la statistique du Québec fait des projections à chaque année. La population du Québec vieillit. La population de la plupart des pays occidentaux vieillit, mais celle du Québec aussi et un peu plus rapidement que d'autres juridictions. Là, ce que je vous voyais sur la diapositive, c'est la projection de la population en jaune en âge de travailler, donc les 20 à 64 ans, en mauve les 65 ans et plus.
C'est la projection de cette population par décennie. Et vous voyez, entre 90 et 99, on avait une augmentation des deux groupes. Entre 2000 et 2009, une bonne croissance de la population en âge de travailler. Hop, entre 2010 et 2019, on voit que la population en âge de travailler a augmenté, mais de manière beaucoup moins importante que ce qu'on avait vu dans la décennie d'avant. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'on a vécu juste avant la pandémie. On disait que la population commençait à vieillir, on commençait à le sentir. La population active augmentait encore, mais de manière moins importante. Et hop, quand on passe entre 2020 et 2029, on a carrément une décroissance de la population en âge de travailler. Donc, au Québec, on aura moins de personnes en âge de travailler que ce qu'on avait avant. Et ça, c'est un chiffre important pour se rappeler que les enjeux qu'on voit aujourd'hui de vieillissement de la population sont là pour rester et la prochaine décennie va être vraiment cruciale et importante à ce niveau-là parce qu'on voit en 2030-2039, on se rééquilibre parce que c'est vraiment une cohorte importante qui va vieillir entre 2020 et 2029, qui va sortir de la population active, les baby boomers qui prennent leur retraite. En 2030-2039, ça se rééquilibre peu à peu. Mais donc, la prochaine décennie est décisive à cet égard-là. La chose à remarquer quand on parle de transition démographique, c'est qu'on a vraiment un Québec qui est scindé en deux. On a d'un côté Montréal, qui, elle, connaît une croissance modeste, mais quand même une croissance de sa population en âge de travailler, de 20 à 64 ans, alors que l'ensemble des pertes ou l'ensemble des personnes qui dépassent l'ensemble des pertes de la population de 20 à 64 ans se trouve à l'extérieur de Montréal. Et ça, c'est principalement dû au fait que la grande majorité de l'immigration s'installe à Montréal. Dans tous les cas, vous l'avez vu, on a vraiment une croissance des personnes âgées de 65 ans et plus. Ces éléments vont aussi avoir un impact sur le marché du travail. D'un côté, donc, on a une offre de main-d'œuvre qui va être de plus en plus réduite, mais de l'autre, on a aussi énormément de pression sur nos finances publiques, sur nos systèmes de santé, nos systèmes d'assistance sociale, avec cette population importante de 65 ans et plus qui va s'accroître dans la prochaine décennie. Les deux autres transitions dont je vais vous parler sont également importantes, sont un peu plus difficilement quantifiables, mais il faut vraiment les garder en tête. D'abord, la transition numérique. Les technologies de l'information sont de plus en plus adoptées dans les processus de production de toutes les entreprises. C'était le cas avant la pandémie, c'était bien le cas avant la pandémie, mais la COVID a quand même accéléré certains phénomènes, simplement mentionner le télétravail et le commerce en ligne qui ont carrément explosé au cours des 2 dernières années. Mais c'est aussi une prise de conscience ou des interventions publiques pour accélérer cette transition. On a vu de l'aide pour aider les commerces à développer leur offre de commerce en ligne. On a vu de l'aide pour les entreprises pour développer ou adopter des technologies de gestion des stocks, de gestion des communications, utilisant des technologies de l'information. Donc, on a vraiment une accélération de ce phénomène-là. On voit, juste un peu à titre d'exemple, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à mesurer, mais Statistique Canada a fait un petit peu l'exercice avec des données un peu plus anciennes. Mais vous voulez voir un petit peu, au-delà d'avoir un ordinateur dans les entreprises, parce que bon, ça c'est le cas depuis toujours, mais depuis longtemps, mais on a vraiment, si on regarde l'adoption de technologies vraiment dans les processus de production, bien, on voit que ça s'accélère quand même beaucoup depuis les années 2000. C'est le graphe que vous voyez à gauche. Donc, on a une accélération de la transition numérique. On a aussi le fait que ça devient extrêmement transversal. Il n'y a pas seulement le secteur des TI qui a besoin de professionnels en TI, c'est toutes les entreprises, qu'elles soient en commerce de détail, en santé, en administration publique, en finance, elles ont besoin de professionnels en TI, elles ont besoin d'adopter des nouvelles technologies. Ce que ça fait, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir besoin d'un écosystème entier de profils
pour réussir cette transition numérique. Technocompétences a comme un petit peu identifié les différents profils. Oui, on a besoin d'experts. Oui, on a besoin de développeurs, de concepteurs, de programmeurs pour concrétiser les idées. Mais aussi, va avoir besoin de gestionnaires qui sont capables de comprendre la transformation numérique, d'assurer que les employés adoptent des nouvelles technologies. On aura aussi besoin que l'ensemble des utilisateurs, et ça c'est nous tous, tous les travailleurs, qu'ils aient une certaine littératie numérique pour pouvoir tirer profit de ces avancées, intégrer de manière efficace les outils de technologie de l'information dans leurs tâches. Donc ça, c'est pour la transition numérique. L'autre élément à ne pas négliger, c'est la transition climatique. On a la préoccupation de la population pour les enjeux environnementaux est évidente. Elle l'était avant la pandémie. Ce qu'on a vu, c'est que malgré le fait qu'on a vécu une crise économique, etc., dans les préoccupations, plusieurs sondages démontrent que non seulement les préoccupations environnementales sont restées en haut de la liste, mais elles ont même tassé de côté les enjeux de croissance économique dans certains cas, alors même qu'on vivait une crise. Donc, les enjeux environnementaux sont vraiment... La préoccupation de la population est évidente. Il y a cet aspect. De l'autre côté, il y a une pression accrue du secteur financier pour une transition climatique. Il y a vraiment un appétit pour les entreprises plus vertes, plus carboneutres. On l'a vu, les grands investisseurs se positionnent de plus en plus vers les entreprises qui sont plus vertes, qui ont un impact plus positif sur l'environnement. Cette pression énorme du secteur financier qu'on voyait avant la pandémie, qui a été accélérée au cours des derniers mois, elle se répercute chez les grandes entreprises qui doivent modifier leur façon de faire et à terme vont se répercuter aussi sur leurs fournisseurs qui vont être des PME un peu partout dans le monde. Donc, la pression pour se transformer, être plus vert est bien là. Enfin, et de manière un peu moindre, mais on a des cibles de plus en plus ambitieuses de nos gouvernements. On a des engagements vers une transition verte, vers une plus grande, notamment transition énergétique. Donc, ces trois éléments font qu'on aura des besoins nouveaux en main-d'œuvre, que ce soit dans la nature des compétences qu'on va chercher ou le volume. Quelques exemples, on va devoir avoir des profils particuliers pour accélérer la transition énergétique, favoriser l'éco-conception, permettre des améliorations technologiques. C'est juste des exemples. L'enjeu reste encore à débroussailler en termes de chiffres, mais c'est quand même un élément, une tendance qui n'est pas à négliger. On a parlé un petit peu des pressions sur le marché du travail. On a parlé un petit peu des transitions, des grandes tendances de fond. Maintenant, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes de réflexion à entamer pour réussir la relance, donc passer à travers la fin de la crise, mais également réussir les trois transitions dont on a parlé. Les solutions sont multiples. Les enjeux de marché du travail sont complexes, il n'y a pas de solution magique, mais les solutions sont multiples. L'une d'elles est vraiment la meilleure intégration de différents groupes de travailleurs, notamment les immigrants. Les immigrants font partie de la solution, c'est indéniable. Juste comme un ordre de grandeur, Emploi Québec fait des projections à chaque année sur le nombre d'emplois qui vont être à pourvoir dans les prochaines 10 années, dans quelle profession, dans quelle région, et ils regardent un petit peu quelles sont les sources potentielles de main-d'œuvre pour combler ces postes. Et ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est relativement stable dans le temps, mais la future population immigrante, donc vraiment les personnes qui rentrent sur le territoire, vont combler à peu près 1/5 des postes à pourvoir dans les 10 prochaines années. Les jeunes, un peu plus de la moitié. Donc, on a quand même, quand on parle de la future population immigrante, c'est quand même une portion importante des postes à combler qui vont l'être par la future population immigrante. Les immigrants et les personnes issues de l'immigration contribuent également à réussir la transition numérique
on en parlait un petit peu tout à l'heure. Technocompétences a fait une analyse récemment, puis on voit que à peu près le tiers des professionnels en TI au Québec sont nés à l'extérieur du Canada. C'est beaucoup plus important que leur poids relatif dans notre population. Donc, ils jouent un rôle aussi important dans la transition numérique. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est en termes d'intégration des immigrants sur le marché du travail? Eh bien, un petit peu avant la pandémie, jusqu'en 2019, on était vraiment dans une situation d'amélioration. Alors, autant si on regarde le taux d'emploi à gauche, le graphique de gauche, on voyait que le taux d'emploi des immigrants reçus, qui était en bleu, s'approchait de plus en plus à celui des populations nées au Canada. De la même manière, on voit que le taux de chômage était en diminution pour tout le monde, mais on voyait que pour les immigrants reçus, la population née au Canada, on arrivait à des taux de chômage qui étaient quand même très faibles, proches du plein emploi. Ça, c'était dû les années précédentes, donc 2015 à 2019, on a vraiment eu une vigueur économique indéniable qui a fait que les taux de chômage ont diminué. On avait aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, les débuts du vieillissement de la population et donc une diminution de l'offre de main-d'œuvre qui faisait que, encore une fois, les taux de chômage diminuaient. Chaque fois, on disait que ça n'allait pas diminuer plus, mais c'était vraiment arrivé à un niveau extrêmement faible. Par contre, ce qu'on regarde, ce qui s'est passé pendant la pandémie, si on regarde les données vraiment mois en mois, là, je vous ai mis de février à février 2020, donc le tout début de la pandémie jusqu'à août 2021, les dernières données qu'on a. Ce qu'on voit, c'est que la pandémie a vraiment mis en lumière la fragilité de ces gains. Alors, même si pendant 5 ans avant, on avait une amélioration de la situation, la pandémie est vraiment venue mettre en lumière le fait que ça reste une population qui est vulnérable aux crises. Ce qu'on a vu, c'est que non seulement la population immigrante a été plus touchée, le taux de chômage a augmenté de manière plus importante que celui que la population née au Canada, mais aussi jusqu'en août 2021, où on avait quand même une certaine normalisation, on continuait à s'éloigner du niveau de taux de chômage des populations nées au Canada. C'est d'autant plus inquiétant que si on regarde nos voisins en Ontario, on n'a pas du tout la même situation. Les taux de chômage des populations immigrantes ou nées au Canada sont quand même plus élevés pour les populations immigrantes en Ontario, mais elles sont restées à la même différence, disons, que ce qu'on voyait avant. Un autre enjeu qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que les différences salariales persistent. Les données que je vous montre là sont un petit peu anciennes. On est en train de refaire l'exercice avec des données plus récentes, mais juste ce que je voulais que vous reteniez, c'est que même 20 ans après l'établissement au Canada, le niveau de salaire des populations immigrantes reste inférieur à celui des populations nées au Canada. Donc, c'est encore une fois une preuve un petit peu de vulnérabilité. Ceci étant dit, il y a vraiment une amélioration au cours des dernières années, puis on va avoir des chiffres bientôt là-dessus. Pour finir, quelques pistes de réflexion sur les défis de demain. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment des enjeux de rareté de main-d'œuvre. Il y a des raisons qui sont plus ponctuelles, il y a des raisons qui sont plus structurelles. Dans tous les cas, il va falloir travailler d'abord à augmenter ou avoir le plus de personnes possibles disponibles pour travailler. Ça veut dire augmenter la participation au marché du travail, améliorer le taux d'emploi de plusieurs groupes de personnes. On peut penser aux personnes qui sont découragées, comme les chômeurs de longue durée dont j'ai parlé. Il faut augmenter la participation au marché du travail de certains groupes, comme les travailleurs plus expérimentés, qui le souhaitent, bien sûr. L'immigration fait partie de la solution, mais pour le réussir, il y a plusieurs défis à relever. Une meilleure intégration, une meilleure régionalisation, une meilleure reconnaissance des qualifications pour tirer le plein profit des talents qui arrivent au Québec. À court terme, c'est sûr, il faut régler le problème des délais administratifs pour récupérer les retards dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on accueille plus de personnes, si on augmente la participation de personnes qui ont été découragées, des travailleurs expérimentés, des immigrants, il faut se rappeler que la gestion des ressources humaines semble avoir de nouvelles règles du jeu.
on est dans une situation de rareté de main-d'œuvre qui devient la nouvelle norme. Donc, on est sur un marché de travail très serré. Les employeurs vont devoir redoubler d'efforts pour attirer, retenir les travailleurs. Il y a une compétition régionale et internationale qui est accrue parce que la plupart des pays occidentaux vivent un vieillissement de la population et donc vont essayer d'attirer des travailleurs. Aussi, à cause du télétravail, maintenant, on est en compétition avec d'autres juridictions pour les talents. Mais il y a aussi une gestion de la diversité qu'il faut développer et renforcer parce que si on essaie d'augmenter la participation de différents groupes, il faut s'assurer que nos milieux de travail sont accueillants, bienveillants, inclusifs. Et ça met encore plus de travail ou de pression sur les départements de gestion des ressources humaines qui deviennent de plus en plus stratégiques, mais dont la liste de commandes est de plus en plus longue. Il faut finalement aider les travailleurs à s'adapter. Il faut rehausser les compétences essentielles de tout le monde, qu'on parle de littératie, de numératie, mais j'en parlais tout à l'heure des compétences numériques essentielles pour tous les travailleurs maintenant. Et enfin, il faut favoriser la formation tout au long de la vie. Mais pour le faire, nous, la littérature est claire pour nous. Ce qu'il y a, c'est que les personnes les plus éduquées, les plus scolarisées ont tendance à se former le plus tout au long de leur vie. Donc, il faut vraiment travailler les deux en même temps, augmenter le niveau de scolarisation et mettre en place des programmes, des politiques pour se former tout au long de la carrière. Mais il faut s'assurer que les gens aient également un niveau de scolarité qui va être plus élevé. Donc, ça termine un peu mes pistes de réflexion et ma présentation.